Finalement, personne n'a écrit de livre sur une histoire de la Seconde Guerre mondiale à travers en fait les parcours de tous les personnages qu'on connaît, aussi bien de Léon Zitrone à Jean Gabin. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Si vous aimez la lecture, si vous aimez les anecdotes, les petites histoires qui font la grande, eh bien, vous allez adorer ce livre de Bruno Aliwa. Alors, Bruno Aliwa, vous le connaissez sûrement en tant que médecin, mais il est aussi auteur déjà d'une dizaine d'ouvrages et il vient de sortir aux éditions Bûcher-Chastel, eh bien, un livre qui parle de la Seconde Guerre mondiale et qui s'intitule Leur Seconde Guerre mondiale. Bonjour Bruno Aliwa, on est ravis de vous retrouver. Bonjour, merci, et puis moi aussi, je suis très content de vous voir. Alors un livre incroyable parce que en fait, vous avez choisi une galerie de personnages plus différents les uns des autres et qui racontent en fait leur guerre. Tout à fait. En fait, ce livre, il a été écrit pendant le confinement, c'est-à-dire la première période du confinement, où là, j'ai pris conscience qu'on vivait une période complètement extraordinaire, complètement irréelle, complètement différente. Et c'est vrai que à cette période particulière, je me suis remémoré, puis j'ai entendu parler, je me suis remémoré des souvenirs que les gens, lorsqu'ils évoquaient la guerre, et je me suis dit finalement, personne n'a écrit de livre sur une histoire de la Seconde Guerre mondiale à travers en fait les parcours de tous les personnages qu'on connaît, aussi bien de Léon Zitrone à Jean Gabin, de Claude Lelouch à Samy Frey, à Brigitte Bardot. C'est-à-dire ma question c'est comment eux ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, en travaillant, en lisant les biographies de chacun, en écoutant les interviews, on s'aperçoit que chacun était à son degré acteur d'un événement important. Et mon idée, ça a été en fait d'écrire cette histoire de la Seconde Guerre mondiale à travers tous ces personnages importants. Et c'est vrai que par exemple, quand on évoque par exemple l'étoile jaune, le port de l'étoile jaune, on nous dit juin 1942, les Juifs sont astreints à porter l'étoile jaune. C'est un événement qu'on connaît tous, dont on entend tous parler. Mais moi, ce qui m'a paru intéressant, c'est de lire un petit peu le témoignage de ceux qui ont été obligés de porter l'étoile jaune. Par exemple, le jour où Gainsbourg, Serge Gainsbourg, qui n'est pas du tout baigné dans un milieu juif spécialement, qui n'a pas de religiosité importante, est obligé de mettre une étoile jaune. Il a l'impression de mettre une étoile de shérif. Le jour où Sacha Distel voit sa maman porter une étoile jaune, il comprend qu'il est différent des autres enfants. Le jour où Jean Ferrat voit son père ramener une étoile jaune et mettre une étoile jaune, il dit mais c'est pour Jean Ferrat, il est complètement abasourdi. Il découvre que son père est juif, qu'il est lui-même juif, et il va en fait nourrir une sorte de réflexion politique sur la ségrégation, sur le racisme, sur l'antisémitisme, qui vont en fait forger la personnalité plus tard. Et c'est vrai qu'en fait, bien sûr, j'ai pris des personnes juives, mais aussi non juives, mais c'est vrai que quand on parle d'une rafle et qu'on parle d'une arrestation, quand on voit le petit Sacha Distel qui raconte comment des policiers viennent chercher sa mère, plus que tous les témoignages, c'est très poignant. C'est-à-dire que nous, on a l'image de Sacha Distel, du chanteur, mais lui dit le jour où on arrête sa mère explique que son fils est un virtuose du piano et que si on l'arrête, le petit ne va pas pouvoir prendre de leçons de piano. Et le petit Sacha Distel va jouer du piano devant les policiers français pour essayer de les amadouer. Et en fait, c'est des histoires comme ça qui font que, en fait, c'est très original comme façon de raconter la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre qui est bourré d'anecdotes, c'est assez incroyable. Alors, vous en avez raconté des tas, hein. Ça va de, vous l'avez dit, Serge Gainsbourg, bien sûr, mais aussi Jean Gabin, Tino Rossi, Anouk Aimée, Françoise Giroud. Il y a beaucoup de personnalités. Barbara, Juliette Gréco qui racontent leur guerre. Alors, quelle est l'anecdote qui vous a le plus bouleversé, le plus touché ? Moi, l'anecdote la plus touchante, c'est probablement, c'est d'abord, il y a les réflexions, il y a la vie de Gottlieb. Tout le monde connaît Gottlieb, le dessinateur de la rubrique à braque, le dessinateur humoristique. Et en fait, Gottlieb est un petit enfant juif dont la mère le met à placer chez des paysans et il est caché parce qu'il est juif et il va dire
en fait, sa maman lui envoie à manger, elle lui envoie des affaires et elle lui envoie des crayons de couleur. Et elle est chez des paysans qui comparent au Thénardier, qui s'accapare de toute la bouffe que sa maman lui envoie, de toutes les provisions, enfin de tous les vêtements, et gentiment, les paysans lui donnent des crayons de couleur. Et donc, le petit Gottlieb va se mettre à dessiner. Et probablement, il dit, c'est là où véritablement je commence à avoir cette fibre artistique qui va plus jamais me terminer. C'est l'anecdote aussi, bien sûr, qu'on connaît un petit peu, mais qu'on ne connaît pas assez. C'est monsieur Marcel Mangel, plus connu sous le nom de Marcel Marceau, qui va en fait prendre ce pseudonyme de Marcel Marceau, qui fait de la résistance. Il est chargé de faire passer des enfants juifs en Suisse. Mais vous avez commencé à faire passer dans la clandestinité, dans la nuit, des enfants qui peuvent pleurer, qui peuvent crier. Il se met à leur faire des mimes, en leur disant, voilà, on va faire un mime, et moi je serai un mime, et je vais vous montrer. Et il mime en fait un personnage. Et là, les enfants sont abasourdis, ne parlent pas et l'écoutent. Et là, c'est la naissance en fait du mime Marceau qu'on connaîtra. Incroyable. C'est incroyable parce qu'on se rend compte dans votre livre que en fait la guerre, cette période de tension terrible où on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors vous pouvez bien sûr le comparer peut-être à ce qu'on est en train de vivre. On ne sait pas trop où on va. Alors bien sûr toute proportion gardée, mais c'est vrai que cette période-là a été fondatrice pour beaucoup de ces artistes dont vous nous racontez la guerre dans votre livre. Et on se rend compte de l'importance de ces moments de tension, de ces moments où rien n'est clair et voilà, et ça va être le ciment de leur vie en fait. Ils vont de cette période-là faire des choses incroyables. Oui, et puis c'est la naissance aussi, c'est à la fois aussi des réactions, c'est-à-dire que vous avez le petit Jean-Yann, il a son instituteur, il est pétainiste, il leur fait chanter Maréchal nous voilà, et du jour au lendemain, au moment où il y a la libération de Paris, le même instituteur arrive avec un brassard de résistant et et leur fait chanter la Marseillaise. Et là, Jean-Yann dit, à partir de ce moment-là, je ne prendrai plus jamais le français au sérieux. Et il va en fait se moquer des Français moyens, du franchouillard. C'est Michel Rocard. Vous avez en 1945 les Juifs qui reviennent des camps de concentration, d'extermination, et ils arrivent à Paris à l'hôtel Lutetia. Et là, on mobilise pour accueillir, en fait, pour porter les civières des déportés, des jeunes boy scouts français qui sont là et qui aident les déportés à descendre des bus, à rentrer à l'hôtel Lutetia, qui les aident à s'habiller, à se laver, à manger. Et parmi ces boy scouts, il y a deux boy scouts qui deviendront célèbres. Il y en a un, c'est Pierre Bellemare, qui dira qu'il a été marqué à jamais par ces journées passées à l'hôtel Lutetia. Et puis, il y a Michel Rocard. Et Michel Rocard dit, quand j'ai vu les conséquences que pouvait avoir le nazisme et le fascisme, ça a été en fait le point de départ de mon idéologie. Et puis, pour beaucoup d'enfants juifs, c'est la naissance en fait d'une identité juive. C'est-à-dire que beaucoup découvrent qu'ils sont juifs à ce moment-là précis. Alors, et puis, ce qui est terrible, c'est que beaucoup vont devoir en fait, c'est des enfants de la ville, pour la plupart, qui sont obligés d'être cachés à la campagne. Et là, ils vont découvrir un monde extérieur. C'est aussi bien Sacha Distel qui va se retrouver à Laval, c'est aussi bien Pierre Barou qui va se retrouver en fait en Vendée. Et là, Pierre Barou, qui va devenir un grand compositeur, il découvre les plaisirs de la campagne, ce qui va lui faire et de la bicyclette, et il va écrire comme ça par la suite une chanson à bicyclette. Et puis, il y a des gens qui vivent, qui ressentent le danger, parce que, en fait, à une époque où un enfant doit être insouciant, pendant la guerre, les enfants juifs doivent vivre en paria, sont toujours, en fait, angoissés, vivent dans l'anxiété. Et là, Barbara va dire que, Barbara, la célèbre chanteuse, va dire, de cette période, j'ai gardé, en fait, ce côté un petit peu secret, cette peur de l'autre, cette distance que je mets avec les personnes. Mais surtout, je crois que ce qui est très intéressant, c'est que ces enfants qui ont vécu pendant 4 ans dans la peur, dans l'angoisse, qui ont perdu leurs parents, en fait, ce qui est intéressant, c'est que après la guerre, il y a une soif de vivre qui est incommensurable pour la plupart. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup vont chercher en fait à vivre, à oublier, et en fait à créer, à faire des tas de choses qu'ils ont eu envie de faire. Et moi, je trouve que ça, c'est assez intéressant. Mais
cette période de la guerre va rester à jamais marquée par exemple, l'exemple parfait, c'est quand vous prenez Daniel Echter. Daniel Echter raconte qu'il a 4 ans, sa maman lui dit « Tu ne t'appelleras plus Daniel Echter, tu t'appelleras Daniel Caudron ». Et il dit que quand, par la suite, il va réussir en tant que couturier, quand il ouvrira des magasins, à chaque fois qu'il va ouvrir un magasin, il repensera, ça sera pour lui aussi une façon de se réapproprier le nom et le prénom qu'on lui a enlevé pendant des années. Évidemment. Alors, Bruno Aliouin, on comprend que vous avez écrit une galerie de personnages, en tout cas des exemples, des parcours étonnants des héros. Oui, il y a des salauds dans le livre aussi. Il n'y a pas que des gens bien. Il y a des salauds qu'on ne connaît pas, dont on a oublié. Alors, Michel Audiard, salaud numéro 1, qui écrit dans des journaux antisémites des diatribes volontiers, vraiment très antisémites. Vous avez Simon qui écrit des articles antisémites. Vous avez des tas de gens qui profitent de la guerre pour exprimer leur antisémitisme et leur haine anti-juive. Et ça aussi, c'est intéressant. Alors, donc, je rappelle le titre du livre, Leur Seconde Guerre mondiale, paru aux éditions Buchet-Chastel. Évidemment, on vous encourage à l'acheter, à le lire, à vous régaler. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci à vous, et puis bonjour à tous qui vivent en Israël. Et je vous souhaite portez-vous bien. Vous, bon confinement, alors, Bruno. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.